avec nous. Mais je voulais commencer notre émission par ce qui n'est pas un détail et ça vous a sans doute frappé. Vous connaissez peut-être Benjamin Brière. Il est ex-otage en Iran et il est resté 1079 jours de captivité. Eh bien, figurez-vous que la Direction générale des finances publiques, après, lui a demandé pourquoi il n'avait pas déclaré ses impôts. C'est une histoire absolument extraordinaire qui dit tout sur notre pays. Je vous propose de l'écouter parce qu'on lui a dévitalisé, si j'ose dire, sa carte vitale. On lui a reproché de ne pas avoir fait, sa déclaration d'impôt. Il était en Iran pendant 1000... Mais, ouais, mais bon, c'est pas une excuse, évidemment. Bon, non, mais c'est kafkaïen, et personne n'y peut rien, en fait. Il n'y a pas de responsable en soi. C'est ce monstre qu'est l'administration. Et écoutez ce qu'il dit, parce que ce n'est pas un détail. Comme vous le savez, le détail n'existe pas. Donc écoutez Benjamin Brière, ex-otage en Iran, et il était interrogé par nos amis du Figaro. Il n'y a aucun suivi, aucun accompagnement, aucune aide. Il faut serrer les dents en rentrant. Et c'est pas qu'une question de ressources financières, c'est aussi une facilitation administrative, une prise en charge psychologique, et pas que à l'hôpital, et pas que à Paris, puisque nous n'habitons pas tous à Paris. C'est une facilitation administrative. Si vous n'avez pas déclaré vos impôts pendant 4 ans, moi, on me fera le reproche de ne pas l'avoir fait ou que ma famille ne l'a pas fait. Effectivement, vous racontez cette anecdote. On vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas déclaré vos impôts? Vous dites, j'étais en prison. Ouais. Mais en prison, on peut le faire avec une assistante sociale, en France. Pas en Iran, et ma famille n'a pas pu s'en occuper. Et tant bien même, j'avais ma famille, si on met en moyenne 15 minutes toutes les 4 à 6 semaines au téléphone, vraiment les impôts, ça m'a échappé. Enfin, c'est un peu lunaire comme situation, mais je n'en veux pas à la personne qui est en face de moi. Maintenant, j'en veux pas forcément non plus à un système. Par contre, je demande à ce système de se bouger. Donc voilà Benjamin Brière. Alors il a donc rencontré une agente. Même en prison, on fait sa déclaration, lui a déclaré l'agente. Bon, sa famille aurait pu le faire, a-t-elle ajouté. Ma famille n'a pas pu s'en occuper. Mais moi, je lui en veux pas non plus à cette dame parce que c'est. Si. Mais moi, je lui en veux pas. Quand même, si. Éric Nolot. Ben si, parce que écoutez, il y a un moment quand même, elle doit sortir de son rôle officiel pour prendre en considération la personne. C'est pas seulement un contribuable. Il lui est arrivé des choses. Donc j'en veux à cette personne. Bah, en tout cas, le bureau Kratistan, c'est ce qu'a dit, je crois, David Lisnard. Écoutez la prise de position de David Lisnard, parce qu'en fait, évidemment, c'est un cas extrême, mais tous ceux qui nous regardent sont aujourd'hui en difficulté avec cette administration. Et encore un des reproches qu'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, réformer l'État. Donc il fait des belles déclarations, il parcourt le monde, mais c'est sûrement important, mais ça serait bien qu'il s'occupe des Français, ou qu'il se soit occupé simplement de la vie quotidienne des Français. Écoutez, monsieur Lisnard. Imaginez, vous êtes emprisonné pendant 3 ans dans une dictature, la République islamique d'Iran. Vous êtes otage, vous êtes libéré. Et quand vous revenez, le premier contact que vous avez avec l'administration française, c'est de vous réclamer des impôts. Pendant les 3 ans, vous étiez emprisonné. Pendant que vous revenez, vous constatez que vous n'avez plus de numéro de sécurité sociale, que vous voulez vous reconstruire, mais vous ne pouvez pas avoir accès au remboursement des séances de psy. Vous constatez aussi, dans le pays qui a le record du monde de la dépense publique, qui donne de l'argent à n'importe qui, eh bien que vous, qui avez été pris en otage et fait 3 ans de prison en Iran, eh bien, vous ne pouvez pas non plus toucher vos allocations chômage pour lesquelles vous aviez cotisé. C'est cette situation qui pourrait être comique si elle n'était pas si tragique qu'a vécu Benjamin Brière, qui est revenu après donc 3 ans d'incarcération, qui a affronté l'absurdistan, qui a affronté le léviathan bureaucratique et technocratique. Et c'est avec cela aussi qu'il faut en finir pour que cet appareil d'État, qui est constitué d'une belle fonction publique, c'est ça le paradoxe de gens bien formés, eh bien, ne soit plus mis au service de ceux qui trichent, mais soit vraiment au service des Français, des habitants et de la société. Alors, la Direction générale des finances publiques a évidemment présenté ses excuses. Nous regrettons vivement que cet usager n'ait pu initialement bénéficier de toute attention qu'on ait lui apporter compte tenu du contexte. Ce défaut d'accompagnement est tout à fait contraire à nos valeurs. Non, il n'est pas contraire aux valeurs. Et ils se sont excusés parce que c'est public, point. Ils se sont excusés un dimanche. Oui, mais uniquement parce que c'est médiatisé. Et parce qu'autrement, ils ne se seraient pas excusés. C'est pour ça. Mais là aussi, nous regrettons vivement que cet usager, ils auraient pu dire que M. Brière,
que cet usager... Mais il parle comme ça. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est... Plus fort que... Mais non, Mais, oui, mais c'est pas les gens, c'est le système. non. Excusez-moi, Ah, s'il y a des gens et pas des ordinateurs, Elisabeth Lévy. s'il n'y a pas que des ordinateurs aux impôts, s'il y a encore des êtres humains, c'est précisément parce qu'il faut appliquer les lois avec une forme de discernement. Or, cette dame n'a pas fait preuve de discernement parce qu'elle n'est pas formée à cela. Elle est formée à appliquer, pardon, je vais dire un mot pas gentil, mais en tous les cas, mécaniquement, disons, les textes. Et à ce moment-là, supprimons les agents. Mais c'est pas que ça. Donc, je suis... Pardon. Vas-y. Non, mais c'est pas que ça, parce que Paul Sugy, ce matin, par exemple, a fait un édito remarquable sur ce sujet. Et il rappelait, et je pense qu'il a parfaitement raison, les moyens qu'on met pour aller vérifier les déclarations fiscales des uns et des autres. Vous pouvez utiliser des images satellitaires pour voir si vous avez une piscine chez vous, pour voir si vous l'avez bien déclaré. Et dans le même temps, il prenait cet exemple que je trouve très frappant. Quand on veut faire un test de minorité pour un mineur non accompagné, on n'est pas capable de le faire parce qu'on ne se donne pas les moyens. En fait, c'est là où l'État veut mettre les moyens pour déceler telle ou telle Richard Millet. façon. Cet ex-otage est celui dont je parlais l'autre jour, justement, qui entendait les condamnés à mort pleurer la veille de leur exécution. Et en fait, il réunit les deux côtés de Kafka. Parce que quand on parle de Kafka ou quand on est kafkaïen, on pense tout de suite à l'administration. Mais n'oubliez pas que Joseph K. est exécuté à la fin. Et M. Brière aurait pu l'être. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est, je le répète souvent, je trouve que le détail n'existe pas. Vincent Herouet, vous voulez dire quelque chose ? Moi, ce qui me frappe dans l'histoire, c'est que ce monsieur Brière, il a passé, on lui a volé 3 ans de sa vie parce qu'il était français. Il ne lui serait rien arrivé s'il n'avait pas été français. Il a été otage d'État. Il a été capturé par les Iraniens et jeté aux oubliettes parce qu'il s'agissait de peser sur la politique de la France, sur la politique étrangère de la France, d'avoir un otage. Donc il est vraiment victime, il est doublement victime de l'arbitraire d'État d'Iran et ensuite de l'aveuglement de l'administration française. C'est ça qui est le plus frappant, je trouve. Puisque vous avez la parole, vous allez la garder, puisque nous allons parler de l'Iran. Alors là, je vais vous faire écouter quelque chose qui m'a frappé. Donald Trump sur Fox News, mais au téléphone. C'est ça qui est incroyable là aussi. Vous imaginez un président français au téléphone, non pas avec CNews, mais il ne nous parle pas, mais avec Antenne 2 ou TF1. Avec Macron, on imagine tout. Ça serait... Non, mais alors vous allez voir, c'est absolument extraordinaire sur les négociations. Il parle de l'Iran, de l'arme nucléaire, qu'il ne se souhaite pas que l'Iran l'a. Il est avec Fox News et ça se passe au téléphone. Écoutez. Nous avions d'excellents représentants, comme vous le savez, J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner. Nous étions donc bien représentés. Mais nous n'avons pas réussi à aborder la question essentielle. Ils veulent l'arme nucléaire. Ils n'auront pas l'arme nucléaire. Je le dis depuis 30 ans. Je n'aurais jamais permis cela avant d'entrer en politique. Et ce pays n'aura pas l'arme nucléaire. La plupart des pays ne devraient pas y avoir droit. Mais ce pays-là n'aura pas l'arme nucléaire. Ça, c'est le premier passage, parce que les négociations, évidemment, ont échoué, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais toujours sur Fox News, toujours au téléphone, voici ce qu'il dit, le président Trump, sur les négociations. Croyez-moi, cette déclaration les a amenés à la table des négociations et ils n'en sont pas repartis. Ils n'ont pas quitté la table des négociations. Je prédis qu'ils reviendront et qu'ils nous donneront tout ce que nous voulons. Et je dis à mes hommes, je veux tout. Je ne veux pas 90%. Je ne veux pas 95%. Je leur ai dit, je veux tout. Et je découvre à l'instant, parce qu'il l'a posté il y a 41 minutes, et on va sortir cette image de Donald Trump, qui il s'est représenté en Jésus, si j'ai bien compris, sur cette photo que je vois. Elle a 41 minutes, donc Trump pose la main sur le front de quelqu'un qui est malade, comme les rois dans le temps, ce qu'on appelait les écrouelles. Le roi thaumaturge. Et effectivement, alors ça va aussi avec ce qu'il a dit sur le pape. Oui, ça va ensemble. C'est à propos du pape qu'il a publié ça. Mais bien sûr. Et vous avez remarqué, il se prend pour Jésus, et il se représente ainsi, mais il y a quand même des F-15 dans le ciel. Il y a des F-15, j'ai pas vu les F-15. Oui. Ah oui, vous avez raison. Non, oui, c'est des F-15. Il y a des F-15, effectivement. Il y a le drapeau américain. Alors, Marine va nous montrer cela. On écoutera évidemment la critique qu'il a faite de Léon XIV, qui est ahurissante, puisqu'il dit que le pape est un criminel. Donc, on peut l'écouter tout de suite, si vous voulez. Comme ça, on l'écoute tout de suite. Le pape donc, avait pris la parole hier au Vatican. C'est un scandale. Pourquoi vous dites que c'est un scandale ? Le pape est catholique. Oui, d'accord. Alors, écoutons le pape, ce qu'il a dit hier sur la place Saint-Pierre.
Le principe d'humanité, inscrit dans la conscience de chaque personne, est reconnu par le droit international, implique l'obligation morale de protéger la population civile contre les effets atroces de la guerre. J'en appelle aux parties impliquées dans le conflit pour qu'elles cessent les hostilités et recherchent d'urgence une solution pacifique. Et c'était samedi et Trump lui a répondu. Et quand j'ai écouté le son, j'ai cru qu'il ne parlait pas du pape. On était avec Marine Lançon ce matin dans le bureau. On dit mais il ne parle pas du pape. Il dit que le pape est un criminel. Eh bien si. Oui. Ce que vous allez entendre, c'est Trump, 10 ans de Léon XIV, c'est un criminel. Il aime la criminalité. Écoutez ce passage et on décrypte ensemble. Je ne pense pas qu'il fasse du très bon travail. Il aime la criminalité, j'imagine. Il nous a frappés, pensez-y. Il s'inquiète de la peur. Et qu'en est-il de la peur quand les pasteurs, les prêtres et toutes ces personnes formidables ont été arrêtés pendant la pandémie de Covid, alors que dans de nombreux cas, ils se trouvaient dehors à 3 mètres les uns des autres et qu'ils ont été arrêtés. Nous n'aimons pas un pape qui va dire qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que la criminalité est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon XIV. C'est une personne très libérale et c'est un homme qui ne croit pas qu'il faille mettre fin à la criminalité. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Je ne suis pas fan du pape Léon XIV. Cette phrase est « Je ne suis pas fan du pape Léon XIV ». Éric Nolot. Là, ça devient effrayant. En plus, il reproche au pape d'être pape, en fait. Il tient un discours qui est tout à fait, le discours de rappel des grands principes chrétiens. Il peut ne pas être d'accord, mais associer ça à une défense de la criminalité, je trouve ça lamentable. Oui. En fait, il ne connaît pas vraiment comme pape. Hein. Il connaît le cardinal Robert Prévost, natif de Chicago, et pas Léon, le pape Léon. En fait, Donald Trump voit en lui un Américain qui est un adversaire. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui se sont imaginés que ce pape américain serait le véritable adversaire, capable de tenir la dragée haute à Donald Trump. Le pape a fait le contraire. Il a dit dès le début qu'il ne s'occuperait pas, qu'il laissait la conférence des évêques américains gérer les problèmes au quotidien, même si on peut imaginer qu'il les soutient en sous-main. Le pape convient de division, c'est ce que dit. Ce qui est le plus incroyable dans ce que dit Donald Trump, c'est qu'il explique que s'il n'avait pas été élu, lui, après avoir fait campagne, président, jamais le cardinal Prévost n'aurait été élu pape. Et d'ailleurs, il n'était même pas candidat, dit-il. Et alors, il raisonne sur le conclave. C'est vraiment très, très surprenant. Oui. Avant de publier cette image de lui-même en sorte de Christ, guérissant les malades et inspiré par l'Esprit. Donc, il y a vraiment un problème. Il va y avoir un problème de loyauté pour les catholiques américains, cela étant. Hein. Bon, les électeurs MAGA, ils sont catholiques. Non, mais il fait partie de ces gens, et on en connaît parfois dans notre univers, qui tout ce qui s'est fait en France, où ils sont à l'origine, ou c'est eux qui l'ont décidé, ou on a parfois rencontré ce type de personnalité qui explique que tout ce qui s'est fait en France, ils en sont à l'origine. Alors, depuis 50 ans, mais je vous assure. Écoutez, regardez plus exactement cette photo dont je vous parlais. Cette photo, alors pour les auditeurs d'Europe 1, je précise qu'on voit Donald Trump qui est donc habillé, si j'ose dire, ou en tout cas représenté comme Jésus, qui met la main sur un homme manifestement malade. Et je ne sais pas qui est cet homme malade. Comment vous l'interprétez, Vincent Herouet? Je ne sais pas qui c'est, à vrai dire. C'est Joe. Non, c'est un homme assez jeune d'ailleurs. On peut représenter que c'est un symbole. Est-ce l'Occident? Tout le monde est à genoux autour de lui. Il y a une infirmière qui est à côté. Vous avez effectivement des avions qui sont là. Vous avez également des oiseaux. Le symbole des États-Unis. Exactement, les aigles. Vous avez, je pense, des soldats en arrière-plan. Donc, c'est une iconographie. Et Éric Nolot. Il faut quand même que vous mesuriez la douleur qui est celle de certains des présents sur le plateau. Parce que toute notre vie, pour certains d'entre nous, nous avons combattu ces formes d'images sous des formes staliniennes, maoïstes. Là, c'est l'art socialiste. Donc nous avons... Oui, on vous appelle, je crois.
Donc nous avons combattu ça toute notre vie au nom du kitsch, au nom de la propagande, et voilà que ça revient sous les espèces américaines. Donc ça devient très douloureux pour nous. J'entends ce que vous dites. Bon, Richard Billet ? Je voulais savoir ce que Melania Trump, qui elle est catholique, pense de ça. Melania Trump, je ne sais pas si elle a voix au chapitre dans ces cas-là. Elle a mis son chapeau. Il y a une chose. Bon, les négociations, oui. Juste un mot, il faut quand même remarquer que le pape insiste beaucoup sur la guerre. Hein. Il dénonce le monde orwellien dans lequel on est entré, où le mensonge et la vérité s'inversent. Et il insiste lourdement depuis 2 mois sur les risques de conflits qui s'élargirait. Il est véritablement inquiet. Il sonne le tocsin, il appelle à des veillées de prière, il est très impliqué. Pardon ? Plus qu'un autre pape ? Ah mais c'est tout à fait récent, oui. Non mais plus, est-ce qu'il intervient plus Oui, non mais bon, les papes appellent toujours à la paix, tout chrétien souhaite la paix, évidemment. La paix dans la justice. Hein. L'Iran, les négociations, J.D. Vance est reparti. Vous avez vu d'ailleurs qu'on prend toujours les Iraniens pour des imbéciles. L'homme qui négociait, c'était un pilote d'avion et c'est lui-même qui a piloté jusqu'à Islamabad la délégation iranienne. Il ne faut pas les prendre pour des gens qui sont au Moyen-Âge toujours et tout le temps. Non, ils ne sont pas au Moyen-Âge, mais ils sont un peu bornés quand même. Mais c'est entendu. Mais vous voyez, moi je vous suis depuis 3 ans, c'est vous qui avez raison d'ailleurs sur cette analyse. Vous dites l'Iran ne tombera pas comme ça. Pas un régime qui tombera comme ça. Bon, faites-moi le décryptage de ce qui s'est passé avec J.D. Vance et qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures. J.D. Vance a plié les Gaules au bout de 24 heures après une seule session de négociation. Il a passé une nuit blanche, plus ce décalage horaire, plus l'agacement d'être en face de gens qui... Ils sont redoutables, les Iraniens, dans la négociation. Et il avait en face de lui non pas des gens pressés de trouver un accommodement, mais des gens qui voulaient la capitulation des Américains. Des gens qui voulaient vraiment que les États-Unis acceptent leur reddition, quoi. Et donc, il a immédiatement compris que ça ne pourrait pas aller beaucoup plus loin. Et comme il n'obtenait pas aucune avancée, ni sur Hormuz, ni sur le nucléaire, et certainement pas un refus, un rejet, une renonciation au nucléaire, eh bien, il s'est rendu compte qu'il était en face d'un mur. Qu'est-ce qui va se passer ? Il est rentré chez lui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors donc, Donald Trump a instauré un blocus théorique à partir de cet après-midi. Du détroit d'Ormuz ? Du détroit d'Ormuz ? Oui. Cela dit, c'est assez adroit. Hein. C'est une manière de surenchérir. Puisqu'il y a un blocus qui ne profite qu'aux Iraniens, lui fait un blocus total qui nuira à l'économie iranienne pour en plus remplir les poches avec les pétrodollars. Et en même temps, il va gêner réellement la Chine, qui est quand même l'horizon ultime de toute pensée stratégique américaine. C'est-à-dire que expliquez ça, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Parce que la Chine est extrêmement dépendante du pétrole iranien et qu'elle continue d'importer depuis le début de la guerre. D'accord, mais comment il déclare un blocus ? Comment il peut déclarer vous interdisez aux navires de franchir, d'aller se ravitailler dans le Golfe. Donc ce sont les bateaux américains qui vont procéder au blocus. Ce sont les navires de guerre américains et éventuellement ceux des... Alors on va voir d'ailleurs, là ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui s'associe à ce blocus. D'accord. Est-ce que les pétromonarchies vont envoyer leurs frégates, vont accepter de rentrer dans un rapport de force patent avec l'Iran, ou est-ce qu'ils vont prudemment se défiler ? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les bateaux américains vont menacer les cargos, les pétroliers qui... Parce que ça peut normalement, ils sont censés les arraisonner donc ça va... et confisquer la cargaison. Il peut y avoir des scènes de confrontation entre des navires américains et les Ce qui risque d'arriver, c'est qu'évidemment, il y a un affrontement militaire, et dans ces cas-là, qu'est-ce que devient le cessez-le-feu ? C'est ça ce que tout le monde a en tête. Là, c'est pas l'essence qui va monter à la pompe, ça va être l'embrasement général. Si le cessez-le-feu qui tient normalement jusqu'au 22 avril, c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine, si le cessez-le-feu est rompu parce qu'il y a eu une bataille navale, on va rentrer dans une autre séquence beaucoup plus compliquée, parce que là, on a encore une chance d'arriver à se trouver, à négocier. C'est pas totalement perdu. Mais ils peuvent pas juste Elisabeth Lévy du détroit, tout simplement. On peut pas faire un blocus. Ça sort.
Il y a 2000 bateaux à l'intérieur. Bon, le pape qui s'est exprimé donc sur la guerre, c'était à la basilique Saint-Pierre et c'était samedi. Donald Trump lui a répondu. Le pape est en Algérie. C'est la première fois qu'un pape se rend en Algérie dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Léon XIV va devenir le premier souverain pontife de l'histoire à se rendre en Algérie. Il décollera à 8h à l'aéroport de Rome-Fiumicino. Bon, il a décollé d'ailleurs, puisqu'il est 8h passées. C'est curieux. C'est curieux, je ne sais pas si c'est curieux, mais c'est curieux qu'il aille en Algérie, si vous me permettez. C'est quand même un pays... Saint-Augustin. Oui, c'est Saint-Augustin, mais c'est un pays... Il va à Épône. Hein. Il va à Épône, là où était. Vous voulez qu'on voit Il va pas à Tibérine. Hein. Bon, vous voulez qu'on voit le sujet de Viviane Hervier, le voyage en Algérie, la visite du pape. Regardons. Après son voyage en Turquie et au Liban en novembre et décembre dernier, Monaco il y a 15 jours, Léon XIV a donc choisi l'Algérie pour son 3e déplacement en dehors de l'Italie. Visite historique, c'est la première fois qu'un pape se rend dans ce pays où l'islam est religion d'État. 99% des 47 millions d'habitants sont de confession musulmane. Très minoritaire, les catholiques comptent à peine 9000 pratiquants. Ce déplacement, placé sous le signe du dialogue interreligieux, revêt donc un caractère très symbolique dans un contexte international particulièrement tendu par la guerre au Moyen-Orient. Le souverain pontife sera accueilli à sa descente d'avion par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Pas de bain de foule prévu en papamobile dans les rues d'Alger, mais une visite de la Grande Mosquée. Puis le pape se rendra à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Il se recueillera ensuite dans la chapelle des 19 martyrs d'Algérie, les prêtres et religieuses assassinés pendant la guerre civile, notamment les moines de Tibérine. L'autre étape symbolique pour le pape se déroulera au 2e jour de sa visite dans la ville d'Annaba, sur les traces de Saint-Augustin, dont les reliques sont conservées ici, dans cette basilique. Le pape, lors de sa première apparition publique, le jour de son élection, s'était présenté comme un fils de Saint-Augustin. Bon, quelle est la raison, au fond, d'aller en Algérie ? Moi, je pense vraiment que c'est parce qu'il est effectivement, c'est un augustinien. De la manière que le pape François est resté jusqu'au bout un Et qu'est-ce qui définit un augustinien ? L'amour qu'il porte à Saint-Augustin et le fait d'avoir étudié réellement ses confessions, ce que ni vous ni moi n'avons fait, de les avoir lus et de les avoir médités. Il a un amour profond pour ce père de l'Église, dont il connaît par cœur l'œuvre, et auquel il a consacré donc sa vie ordonnée. Oui. Saint-Augustin, c'est le fondement de la pensée de l'Église moderne, si vous voulez. Et c'est aussi le fondement de la pensée littéraire moderne, si je puis me permettre cette petite digression. Les Confessions sont un livre aussi littéraire. Et c'est une manière de rendre hommage, au fond, presque à l'Occident. C'est peut-être un paradoxe, mais il a fondé quand même la modernité occidentale. Donc, en allant là-bas, il rend hommage aussi à l'Occident. Mais est-ce que c'est quand même pas... Elisabeth Lévy. Excusez-moi, les chrétiens ne sont pas très bien traités en Algérie, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, y compris en secret. Il y a un mouvement vers le catholicisme, ce qui est très émouvant d'ailleurs quand on parle avec des gens. C'est vraiment parce que c'est quand même des pays où c'est pas facile. Et je me demande si c'est pas quand même, si vous voulez, par rapport au gouvernement algérien, si c'est pas en même temps, disons, un satisfecit qui lui est donné. On marque une pause. Ils vont exploiter ça à mort, l'islam des Lumières, etc. Alors qu'effectivement, 47 églises ont été fermées en Algérie par le gouvernement, des églises. Alors c'est les évangéliques qui essentiellement subissent le joug de l'État. On marque une pause, mais je vous